si j'ai suffisamment d'arguments pour et j'ai très peu d'arguments contre. Et je mets mes seuils, ces chapeaux et des chapeaux. Et là aussi, c'est une part de subjectivité sur laquelle je mets un zoom pour la prise de décision. Et il faut se poser toutes les questions de stabilité par rapport à ces paramètres. D'accord? Donc ça, j'ai pris un exemple où c'est des projets par exemple, où j'ai des critères. J'ai 6 projets et je veux choisir le projet à retenir entre 6 projets et j'ai 5 critères de notation. Ça peut être des candidats, ça peut être des projets, ça peut être ce que vous voulez. Et on est souvent confronté à ça, des commissions de recrutement de doctorants, c'est des problèmes multicritères. Et bon. Si j'opère de cette façon-là, donc comme c'est une matrice de concordance, il y a dit, par exemple, là où j'ai 1, je peux considérer le projet 6 comme meilleur que le projet 4 et j'ai tous les arguments pour. Ou alors pour lesquels un des 0,1, j'ai P3 meilleur que P1, son indice de concordance est 0,1. J'ai quasiment tous les arguments contre le fait de préférer le projet 3 au projet 1. Pareil, la discordance, je regarde, je mesure un petit peu ce qui se fait. Alors j'ai présenté ça dans un cadre discret simple, mais c'est des choses qu'on peut faire. C'est-à-dire considérer une fonction de concordance, une fonction de discordance, et essayer de mettre des seuils. Le cadre continu, c'est faisable. C'est faisable, mais en termes de complexité, c'est une autre histoire. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de... là, c'est un graphe. Le surclassement, ça vous donnera un graphe. Le graphe, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de trouver le noyau de ce graphe et retenir les projets les plus pertinents. De la procédure, ça risque de ne pas vous donner un seul projet, mais les meilleurs candidats à évaluer comme première élimination, peut-être aller les traiter une autre approche. C'est ce qui va arriver ici. Voilà, maintenant, je suis très sévère, j'ai pris ces chapeaux, il y a 1, ou des chapeaux, il y a 0. Donc ça va me donner ça comme noyau, les connexions Malado, le noyau, les seuls candidats que j'aurai, P1, P2, P3, et puis un représentant de cette classe, n'importe lequel, mais sont considérés comme équivalents. D'accord? Si vous changez de paramètres, vous changez de graphe. Et donc là, je n'aurai que 2 candidats, le P1, le noyau de ce graphe, ou P1, et un représentant de cette classe, les P6. D'accord? Donc les flèches, c'est des flèches de surclassement. La procédure Schneider, il faut que ça soit robuste. Ce n'est pas parce que je vais prendre arbitrairement des seuils et je vais décider. Donc, la robustesse fait que je dois itérer ça avec un certain nombre de seuils et les projets ou les candidats qui vont apparaître de façon fréquente, ce sera les candidats à retenir. D'accord? Donc, les questions qui vont se poser. Bon, ça, je pense que j'aurai dit à la robustesse dont j'ai parlé. Je pense que je vais conclure ici. Par rapport à l'ensemble des observations, sur lequel j'aimerais mettre le doigt, c'est la complexité des problèmes de décision, même si vous pouvez les formuler de façon simple, comme le premier exemple que j'ai donné. Le problème peut être formulé de façon simple, mais la décision n'est pas du tout simple. D'accord? Et les arguments sont entachés dans une bonne partie de subjectivité, de façon, je dirais, personnelle, liée au décideur, et pas avec des critères, je dirais, universels. Les hypothèses de modélisation sont très discutables. La première hypothèse, il y a la rationalité des décideurs, mais on a plein, la théorie d'utilité, je peux donner d'autres exemples. Ils sont vraiment discutables, mais c'est des hypothèses simplificatrices pour la modélisation. Je ne parle pas de la question d'éthique. Les questions d'éthique que j'ai mis, ce n'est que le début de l'histoire. C'est vraiment énormément de questions qui sont éthiques et pour lesquelles les réponses
ne sont pas de toute simplicité. Et il y a un vrai travail sur cet aspect-là. Il y a des équipes qui ne font que ça. Il y a des équipes de recherche, je dirais, qui travaillent sur ça. Les problèmes d'interaction entre décideurs, je peux penser les jeux de société par exemple, donc tout ce qui est stabilité, l'équilibre de Nash, l'équilibre de Pareto il est plus efficace et on a un compromis, lesquels choisir et souvent pour des questions de stabilité il est privilégié par rapport à l'efficacité. Et on parle plutôt de l'équilibre de Nash plutôt que de l'équilibre, d'autres équilibres. Et je pense le bien social, le Pareto. Et puis les problèmes multicritères pour lesquels il faut rester modeste et la notion d'optimum est plutôt remplacée par la notion de compromis. Compromis avec une bonne partie de subjectivité. Voilà, donc c'est un petit peu les questions sur lesquelles j'avais envie de poser et j'avais envie de mettre la lumière et je suis ouvert à toutes vos questions, vos remarques et je me ferai plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour les gens qui ont beaucoup plus de Lormier, vous savez très bien que la théorie des jeux s'invite aussi. Tout à fait. S'invite aussi dans les algorithmes génératifs, les gammes. Puis, à part les modèles qui utilisent la théorie des jeux, il y a aussi le choix dans d'autres algorithmes qui utilisent d'autres critères. Et la probabilité, bien sûr, est dedans. Et on la retrouve ici. Donc, si vous avez des questions, j'avais oublié de dire aussi que le professeur Richard travaille beaucoup en actuariat, en finance. Donc, est-ce que vous avez des questions? Professeur Richard, merci. Donc, c'est juste pour te dire que ce que vous venez de présenter, il est vraiment en parallèle avec ce qu'on dit pour le milieu naturel. Vous êtes en train de faire la théorisation du concept, des choses en relation avec l'activité humaine, le jeu de hasard, l'assurance, etc. Mais dans le milieu naturel, c'est exactement la même chose, c'est la même démarche, c'est la même. Donc, vous écoutant, j'étais en train de penser à un parallèle entre ce qui se passe concernant les groupements humains et le phénomène naturel. Les phénomènes naturels, c'est des multicritères et c'est des choix à faire. Et c'est la modélisation qui n'est pas vraiment déterministe qu'on sait le faire par rapport à l'adéquation, c'est du stochastique. Et donc, dans les phénomènes naturels, il y a du structurel. Phénomène structurel et le phénomène aléatoire. La complexité est du fait de l'ignorance de ce dilemme et le va-et-vient et les choix à faire quand on peut faire la modélisation entre ce qui est structuré, ce qui est prévisible, ce qui est déterministe et ce qui est aléatoire. Donc, les phénomènes stochastiques, vous les avez présentés en relation avec la théorie de décision, ils le sont aussi pour les phénomènes naturels. C'est un appel pour les jeunes, parce que quand on modélise, on cherchait à avoir des décisions optimales concernant les quotidiens. Les naturalistes cherchent à prendre des décisions concernant l'exploitation des ressources. Donc les enjeux financiers sont des enjeux concernant. Mais malheureusement, quand on aborde les problèmes souvent du déterminisme, on parle d'une très grande partie de la nature du problème lui-même. Donc, si demain vous serez là, j'aurai le plaisir de vous présenter. Inch'Allah. Des choses parallèles. Je me ferai plaisir. Merci. Un complément là. D'autres questions? Ou la remarque, l'observation? Il y a aussi, donc je pose la question. Oui. Donc, il y a des outils aussi techniques